J'attends que le jury s'en aille, il pourrait être évidemment biaisé par tout ce que je pourrais dire. Extrêmement important. Bravo aux orateurs, aux oratrices. Comme l'a rappelé Maître O'Rourke, effectivement, on a balayé un certain nombre d'arguments, on a fait des voyages dans le temps incroyables, plusieurs siècles parfois. Alors avant de commencer d'ailleurs, peut-être une petite question à Jazil. Combien de temps es-tu resté chez le fleuriste? Parce que quand même, t'es arrivé à l'heure au dîner? Ah, ok. Parce que bon, peut-être le temps des cryptos est compté, mais un dîner aussi. Donc, ah, bon. Je suis rassuré en tout cas. Bon, merci beaucoup de l'invitation, Maître O'Rourke. Très heureux d'être ici, d'autant que, alors peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est un événement qui est organisé et anticipé de main de maître depuis de longs jours. En effet, il y a à peu près 2 jours, Maître O'Rourke m'appelle et me dit formidable ton nouvel article sur Bitcoin et l'environnement. Enfin, je ne l'ai pas encore lu, mais il doit être top. Dis donc, rien à voir, mais est-ce que tu viendrais pas parler de crypto à Unchained the Law? Alors, l'organisation est, je cite, souple et agile comme une méduse, tu pourras garer ton dragster dans le cours. Un message cryptique, s'il en est. Alors, je n'osais pas à ce moment-là, évidemment, lui rappeler qu'une méduse, c'est certes souple et agile, mais ça fait aussi partie des rares animaux qui n'ont ni cerveau ni squelette. Et donc, ça peut être un peu inquiétant. Mais linguistiquement, Maître O'Rourke, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un vrai trésor. Non pas car il serait fourré de chocolat, non, je ne me le permettrai pas, mais parce qu'il a toute cette richesse insoupçonnée qui ravit les oreilles, ce tout petit supplément d'âme, pour citer une grande dame de la chanson française. Mais revenons à nos bitcoins. Avec plaisir, lui répondis-je, puisque je suis quelqu'un comme ça. Candidement, qu'est-ce que tu veux que je raconte? Je vous le donne en mille. Propose-nous quelque chose, me rétorque-t-il, avec ce talent particulier que seuls les avocats ont, qui est celui de vous retourner le cerveau, littéralement. C'est-à-dire que c'est lui qui m'appelle pour me demander de travailler, et j'étais à 2 doigts de m'excuser de le déranger. Une prouesse vraiment à laquelle je ne suis pas habitué. Et donc j'ai dit, ok, pourquoi pas. Alors écoutez, j'ai regardé le thème de la soirée. Voilà, le temps des cryptos est-il compté? Je suis assez interloqué. Je ne sais même pas comment on peut se poser la question, en fait, tant la réponse me semble évidente. Elle est là, sous nos yeux. Elle est autour de nous. Regardons-nous. À partir du moment où la création d'un anarchiste cypherpunk anti-système se retrouve posée comme sujet d'un concours d'éloquence organisé par un cabinet d'avocats parisiens dans les locaux d'une école de commerce, c'est quelque chose à dérailler quelque part. Est-ce que vous imaginez Satoshi en costard en train de réévaluer ses KPI pour le prochain quarter? Je ne sais pas. En robe de magistrat, peut-être, au palais de justice, hurlant « Mon client est innocent !» Non, allons, soyons sérieux. Où est-ce qu'on a déraillé, les amis? Comment se fait-il qu'en 2018, quand un sénateur demandait au Sénat qui était le président de Bitcoin, entreprise domiciliée à Chypre, comme ça que chacun le sait, nous rigolions tous à l'époque. Et aujourd'hui, quand la loi européenne demande à cette même entreprise Bitcoin, probablement toujours domiciliée à Chypre, d'établir un rapport sur son empreinte environnementale, eh bien nous applaudissons des 2 mains, que je n'ai pas du coup, puisque voilà. Heureux que nous sommes que l'Europe soit un véritable leader réglementaire. Qu'avons-nous fait? Les États-Unis sont leaders incontestés en calcul quantique, en intelligence artificielle, en biologie synthétique. La Chine, elle a pris les devants sur les batteries électriques, sur les drones, sur les semi-conducteurs. Et nous, on est leader de la régulation, les amis. Quel esprit d'altruisme, vouloir encadrer correctement les autres, c'est formidable. Un taylorisme réglementaire dont nous avons le secret. Ils font des tableaux, nous faisons les cadres, c'est formidable. Les Britanniques ont beau être partis de l'Union européenne, heureusement, nous avons pris soin de conserver leur goût pour l'humour absurde et l'autodérision. Alors, bon, revenons. Le temps des cryptos est-il compté quand même? L'an dernier, j'ai demandé à Maître O'Rourke, l'an dernier c'était NFT, JPG, quelle différence? Vaste programme. En fait, je suis un peu inquiet, c'est que je n'arrive pas à savoir par rapport à l'année dernière, est-ce que cette année représente une évolution ou une régression en termes de qualité du sujet?
C'est assez important comme question parce que ça nous permet de dégager une tendance. Est-ce qu'on est sur la pente descendante ou la pente montante? Parce que peut-être que parmi vous, certaines se demandent s'ils vont participer l'édition prochaine, en 2024. Et ils veulent pouvoir anticiper la nature du sujet qui leur sera posé. Mais là, on est dans le flou. On a une chance sur deux d'avoir quelque chose comme Bitcoin et géopolitique, quel avenir pour une monnaie dénationalisée dans un contexte de dédollarisation et d'émergence d'une mondialisation régionalisée. Mais on a une chance sur deux de tomber sur Dogecoin ou Shiba Inu, quel chien pour le meilleur token. Ou alors, promouvoir des rendements à 1000%. Arnaque ou simple pratique commerciale conquérante? Et évidemment, si vous attendiez au premier et que vous tombez sur le deuxième, bah, vous risquez de voir assez flou. Alors, je suis en train de me rendre compte que si vous vous attendiez au deuxième et que vous tombez sur le premier, vous risquez de voir encore plus flou. Donc, je vous souhaite ni l'un ni l'autre, évidemment. Bref, un peu de sérieux, il faut quand même que je traite le sujet à un moment donné. Il me reste que 8 pages. Non, je déconne. Le temps des cryptos est-il compté? Je critique, mais en réalité, le sujet est particulièrement bien pensé. Et il est adressé au bon public. Pourquoi? Parce que la réponse, elle dépend de vous, tout simplement. Ma conviction, c'est que, en tant que professionnel du droit, que je ne suis pas, mais donc vous, ou futurs professionnels du droit, vous n'aurez pas si souvent que ça l'occasion de contribuer à la réflexion pour repenser le système financier, pour penser ses implications, pour penser son encadrement à l'aune d'une innovation technologique de rupture. Et il ne tient qu'à vous de faire ce pas dans l'inconfort, dans l'inconnu, qui est plus difficile, moins sécurisant, mais immensément plus gratifiant. Et nous, pauvres moldus du droit que nous sommes, nous comptons sur vous, jeunes juristes et avocats. Parce qu'aujourd'hui, les textes qui sont produits, et qui probablement feront date et référence, font des concessions sur les principes fondamentaux que moi je trouve assez dangereuses. Et ces concessions, elles sont à mon sens dues, au moins en partie, au fait que certaines habitudes sont prises par des années de pratique du droit dans un environnement certes bien défini, mais extrêmement différent. Et il faut des esprits vifs et vierges de toute habitude pour questionner, ne serait-ce que cela, ces concessions. Je m'explique avec un exemple précis, rassurez-vous, j'arrive à la fin. Je m'explique avec un exemple précis qui est celui des portefeuilles dits non hébergés, qui a fait couler beaucoup d'encre. William voit très bien de quoi je parle. Dans le système financier traditionnel, comme on ne peut rien posséder en propre, tous nos actifs sont en réalité des passifs, puisque ce sont des lignes sur des comptes détenus par des tiers, des entités régulées. Cet état de fait, il est dû à la numérisation. Dans le français moyen des années 60, il n'a pas de compte bancaire. Le français moyen des années 60, il a du cash en liquide chez lui, éventuellement de l'or qu'il stocke. Il y a d'ailleurs un régime fiscal, je crois qu'il y a une fiscaliste ici, dédié justement à tous ceux qui retrouvent de l'or, ils ne savent pas d'où ça sort, et donc ils ont une fiscalité sur le chiffre d'affaires. Bon là, ça devient très technique, je reviens sur mes trucs. Dans le monde des cryptos, à l'inverse, la propriété numérique, elle est inventée, la propriété privée numérique. Donc on peut posséder soi-même en propre un actif sur un portefeuille personnel, non hébergé, comme le veut le terme juridique consacré, chez un tiers. Problème, la réglementation financière existante, elle est fondée sur l'hypothèse que pour posséder quelque chose, il faut techniquement un opérateur tiers. Et donc toutes les règles qui ont été construites, elles ont été construites autour de cette contrainte technique qui est tombée. Donc aujourd'hui, malheureusement, plutôt que de consacrer la disparition de cette contrainte et de revenir à plus de liberté de la propriété privée, certains et certaines députés ont préféré jouer la carte de la facilité liberticide et sécuritaire en proposant des amendements qui disaient tout simplement on va interdire ces portefeuilles personnels, pourquoi pas? C'est tellement plus simple d'interdire pour garder le schéma précédent. Mais bon, grâce à une certaine vigilance, cet amendement il a été rejeté, mais le texte adopté n'est guère mieux, en imposant quelque chose qui est techniquement infaisable, à savoir la vérification d'identité des détenteurs d'un portefeuille. On ne sait toujours pas comment faire. Ça résonne d'ailleurs avec l'actualité sur les sites pour adultes, je crois. Eh bien, le résultat est le même, parce que les entreprises, elles n'ont pas d'autre choix que d'empêcher les transactions vers des portefeuilles personnels, sinon elles ne sont tout simplement pas conformes avec la loi, qui leur impose de vérifier l'identité, alors qu'il n'y a aucun moyen technique de le faire. Je vous invite à consulter les CGU, des derniers services crypto lancés récemment, que ce soit par des fintechs, des Lydia, Trade Republic, ce que vous voulez. Vous pouvez acheter des cryptos, oui, mais vous ne pourrez pas les retirer. Donc, pourquoi est-ce que ce qui choquerait dans le monde physique
ne choque pas dans le monde numérique. Est-ce légitime de vouloir interdire l'utilisation, je sais pas, de votre portefeuille en cuir dans votre poche ou dans votre sac? Pourquoi pas? Et oui, il faut tout mettre à la banque. Pourtant, le cash est bien plus anonyme que les cryptos. Donc pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher ces portefeuilles-là? Donc derrière un sujet qui est bien trop souvent réduit à sa dimension spéculative se cachent en réalité des enjeux juridiques qui sont absolument majeurs. La propriété privée, les libertés fondamentales, le droit à la vie privée, l'anonymat, etc., etc. Et vous avez une opportunité de protéger les droits fondamentaux dans une société qui, malheureusement, depuis un certain temps, est propice aux dérives liberticides et dans laquelle, je le rappelle depuis quelques jours, la manipulation d'ustensiles de cuisine, dorénavant, vous qualifie de terroriste. Donc c'est une noble mission que j'espère que vous ferez vôtre. Et pour revenir au sujet, je l'ai toujours pas traité, hein, il me reste... Non, je déconne. Le temps des cryptos est-il compté? Vous l'aurez compris, la réponse, elle ne dépend que de vous. Et c'est pour ça que la parole, elle vous a été donnée dans ce concours. Donc merci à toutes et tous d'être venus. Merci aux orateurs, aux oratrices pour leur participation. Et merci pour cette organisation sans faille du côté de Orwell Avocat. Merci à tous et à toutes.